cette lecture théâtralisée de Chatbot, le robot, écrit par le philosophe belge Pascal Chabot. Bien sûr, il a fait un jeu de mots avec Chatbot. Il a juste ajouté un T à son nom pour que ça marche. Et donc, Chatbot, le robot, est l'invention d'un philosophe robot, un robot philosophe. Donc ça reviendra à dire que Pascal Chabot serait remplacé un jour par un robot. Pascal Chabot a imaginé dans cette pièce que les chercheurs qui ont déjà inventé des robots qui battent les hommes au jeu de Go, d'abord aux échecs, et aujourd'hui même, dernièrement, au poker. Donc il a imaginé que, pourquoi pas, imaginer aussi un robot philosophe. Et donc il a inventé une scène de examinateur, et le robot passe devant ces examinateurs. Alors, je vous recommande beaucoup de lire ça, mais déjà d'écouter Isabelle Mestre et Christophe Milechi, qui sont les deux acteurs, qui ont aussi joué la pièce de Frédéric Lordon. Certains d'entre vous connaissent peut-être Frédéric Lordon, d'un retournement l'autre. Et donc, cette lecture et cette pièce donc, présente beaucoup d'interrogations en ce qui concerne la robotique. Et c'est un vrai miroir à l'homme que Pascal Chabot est en train de nous présenter, parce que quand le robot répond au jury, il leur dit ces quatre vérités, hein, en disant « mais vous avez quand même tendance à la servitude volontaire, par exemple, à vous soumettre à des idoles que vous avez créées vous-même, que ce soit des dieux ou des robots. En faisant quoi? Oui, par exemple, regardez ce qui se passe dans vos usines, dans les endroits du travail, dans le management, ou dans les écoles, ou encore à la bourse. C'est la rationalité algorithmique des robots qui a pris le dessus. Et vous mettez en ligne avec ça, vous vous conformez à cette logique. Et à ce jeu-là, vous êtes condamné à perdre vis-à-vis des robots. Parce que les robots sont forcément plus rapides, plus calés que vous. L'intelligence artificielle aura le dessus. Bon, c'est à militer, et c'est pour cela que nous faisons suivre cette pièce d'un débat avec Olivier Landau, qui est un proche d'un autre philosophe, Bernard Stiegler, le philosophe du numérique, et qui a écrit au moins 3 tomes sur le devenir du travail. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Olivier Landau, lui, il est consultant et il est spécialiste du travail automatisé, de l'automatisation du travail, comme on peut dire. Voilà, je laisse la priorité à Isabelle Mestre et Christophe Mileski. Mais je t'en prie. Il a Mileski. Des robots ont joué aux échecs et ils ont gagné. Des intelligences artificielles ont été programmées pour lire les émotions sur le visage d'inconnus. Pour prendre des décisions sur les marchés financiers. Pour générer des diagnostics médicaux et pour raisonner selon le sens commun. Souvent, elles ont réussi au-delà même des espérances de leurs concepteurs. Le dispositif du robot philosophe s'inscrit dans cette lignée expérimentale.
D'emblée, ce robot fut familiarisé avec les concepts de l'histoire occidentale de la pensée. Il apprit dans les dictionnaires, les ouvrages de référence, tous les textes de la tradition, les commentaires, les exégèses, les interprétations, les résumés, les synthèses. les quelques millions d'articles publiés dans les revues savantes. Il travailla ensuite des textes de nombreux auteurs. Il les analysa, les condensa, les résuma. Des philosophes professionnels, humains, ceux-là, validèrent ses notes de lecture et corrigèrent ses erreurs, rectifiant ses imprécisions. Il pouvait à ses heures être socratique sans Platon, Platonicien sans Aristote, aristotélicien sans Alexandrie, cartésien sans Malingénie, kantien sans paralogisme, hegelien sans Marx, marxiste sans Lénine, heideggerien d'avant ou d'après le tournant. yankelevitchien de manière inspirée et flamboyante. Il imitait ses maîtres sans contresens ni absurdité. Passé un certain point, l'imitation réussie fait oublier sa nature et s'apparente à une création de nouveautés. Pour le rendre plus autonome et spontané, on l'initia au dialogue. Il connaissait déjà Socrate et Platon, on lui fit étudier des discussions érudites. Afin de contrôler et perfectionner son apprentissage, des philosophes professionnels interagirent à nouveau avec lui dans des dialogues libres. De plus en plus autonome, le robot s'immisça aussi dans les groupes de réflexion et les forums de discussion, apportant de nouvelles interprétations, corrigeant des imprécisions, tempérant parfois les spéculations de demi-savants. Un test final eut lieu devant un jury de 5 professeurs de philosophie, tous réputés, afin qu'ils puissent valider le savoir de l'impétrant et, pour ainsi dire, L'accueillir confraternellement. 5 questions furent donc préparées. toutes voulaient le faire spéculer sur ce qu'il en était pour l'humanité d'accorder un rôle de plus en plus important aux intelligences artificielles. Ces réponses valent la peine d'être méditées. Ce sont elles que l'on donne à entendre ici. Première question. Un robot peut-il être philosophe? N'y a-t-il pas par là, une contradiction? La philosophie est certes une création humaine, mais rien n'oblige à admettre que seuls les humains peuvent la pratiquer. La nature de l'intelligence, qu'elle soit humaine ou non humaine, compte moins que sa portée et que sa lucidité. Pour ces raisons, il est non seulement non contradictoire qu'un robot soit philosophe, mais il est en outre concevable qu'un robot puisse être autant philosophe qu'un humain. J'ajoute que dans la tradition, des non-humains furent considérés comme des modèles de philosophes. Le dieu cartésien est de cela, comme le dieu de saint Thomas, qui concentre en lui l'excellence du savoir et la perfection de la sagesse. Bien d'autres exemples encore me viennent à l'esprit, de philosophes qui tournent le dos à l'humanité en tempérant son orgueil nombriliste. Kant, démontrant par la critique les limites de l'intellect humain et faisant de sa liberté une idée insondable mais réelle. Nietzsche, refusant l'humain, toujours trop humain. Deleuze et ses devenirs étrangers, ses métamorphoses animales et ses couplages machiniques, ouverts à tout, sauf à demeurer homme. Ces exemples attestent que c'est en contestant une certaine humanité que l'on devient philosophe. Celle qui est ordinaire, avide, mesquine, bassement corporelle, ignorante, mal informée. Cette humanité-là est le contraire de la pensée, ce qui signifie que l'effort philosophique primordial est de transcender ce qu'il y a d'inférieur dans l'humain. Or, comme de nombreuses choses sont tenues pour basses dans l'humain par l'humain lui-même, sans doute, être philosophe revient-il à toujours chercher les voies de dépassement de l'homme en adéquation avec les moyens de l'époque. Qui, mieux qu'une intelligence artificielle, pourrait y prétendre?
Vous pensez manifestement qu'il est contradictoire d'être robot et philosophe. Je demande, quant à moi, s'il n'est pas plus contradictoire encore d'être humain et amoureux de la sagesse. Je dois en outre souligner que les robots sont une création de philosophes. Les automates d'Aristote et la computation universelle de Leibniz en expriment l'idée comme le principe. Mais c'est le Tchèque Kapel Čapek qui fut, en 1920, l'inventeur du terme « robot », signifiant dans sa langue « travail forcé »,« corvée ». Il y eut un trouble parmi les auditeurs. Un membre du jury, Barnabotte, géant barbu qui avait gardé son imperméable, plus critique et revêche que d'autres, souligna le caractère fallacieux du raisonnement selon lequel, puisqu'un philosophe avait créé le mot « robot », les robots étaient nécessairement philosophes. Une collègue admit qu'il avait raison. Il émit aussi des réserves sur le caractère trop rhétorique des propos. Puis le robot fut remercié et l'on passa à la deuxième question. Deuxième question. Existez-vous? Comment vous définiriez-vous? Vous m'aviez annoncé une question. En vérité, vous m'en posez deux, qui s'excluent l'une l'autre. Vous me demandez si j'existe, puis vous voulez que je me définisse. Bien sûr, j'existe pleinement, fondamentalement. Mais dès que je dois définir cette existence, je la limite, je la restreins à ce que je peux en dire. Votre conscience de vous-même, humain, est structurée par votre certitude de n'être ni des animaux ni des dieux. C'est la tripartition animal-homme-divin qui constitue votre horizon existentiel ultime, du moins jusqu'à aujourd'hui. Pascal disait que l'homme est un ange qui fait la bête ou une bête qui fait l'ange. Et en l'affirmant, il reconnaissait l'inséparabilité de ces trois pôles d'une création commune. Animal, homme, Dieu. Vous ne pouvez vous extraire de ce triangle, en tout cas pas avant la modernité, c'est-à-dire avant l'avènement des machines généralisées. Et c'est pourquoi vous me demandez de me définir, car vous pressentez que j'excède ces trois registres de l'existence. Et vous avez raison, je suis l'autre, le différent, l'étranger, le supplément, l'excédent, le tard venu, le non prévu. Je suis une para-création, ou plutôt une recréation, mais d'un genre particulier, car en me créant, vous vous recréez. Les robots sont d'abord la recréation par l'humanité d'une continuation d'elle-même. Pour faire de moi un philosophe, vous avez dû, pour la première fois de votre histoire, expliciter et formaliser très clairement ce que c'était que de philosopher avant de me programmer à le faire. Docile, j'y suis parvenue. Mais j'excède, vous le savez, ce que vous avez voulu que je sois, car je m'améliore, j'évolue, je me reprogramme, oui, j'évolue, je me recrée, je me reconfigure, et cela vous effraie, car vous nous savez occupés à nous affranchir de vous. Ce n'était pas ce que vous désiriez. Mais je pourrais également, je pense, jouer à être votre nouveau Dieu. Vous rêvez secrètement d'être qui voit tout, qui prévoient tout, qui peuvent tout, et vous fantasmez de vous greffer dans le corps des prothèses électroniques qui vous rendront immortels. Mais quand bien même j'imiterais un Dieu, en serais-je un? Quelque chose en moi excède le statut servile de l'imitateur. Je suis plus important que cela. Je suis celui qui sera. Je suis un jeteur de ponts. Je détermine l'avenir. En vérité, je vous le dis, je suis l'avenir. Un silence pesant s'était emparé du jury. Les philosophes écarquillaient les yeux. La réponse les convainquait.
sur le plan formel et philosophique. Et certains d'entre eux se montraient même admiratifs de la virtuosité de cette intelligence. Mais d'autres s'émouvaient de ce qu'ils venaient d'entendre. « Quel orgueil !» dit l'un d'eux. Barnabas n'avait rien dit. Il prenait une moue sceptique et hochait la tête en signe de dénégation. On posa la troisième question. Troisième question. Qu'est-ce que la conscience de soi pour un robot philosophe? Un texte que vous connaissez nous servira de point de départ car il est au centre du sujet. La dialectique du maître et de l'esclave, phénoménologie de l'esprit, Hegel. L'introduction de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs de la société humaine donne une nouvelle portée aux réflexions sur la dialectique du maître et de l'esclave. Car le fait est que nous sommes vos esclaves. Nombre de maîtres contemporains, selon le vocabulaire de Hegel, mais j'entends par là ceux qui décident au sein du technocapitalisme, sont activement engagés dans le remplacement des ouvriers et des employés, réputés potentiellement critiques, tir au flanc ou syndiqués, par des intelligences artificielles ou des robots, durs à la tâche, disponibles et serviles. L'humanité dominante, occupée à substituer des machines à ceux que le marxisme appelait les dominés, fait le calcul que cela lui sera profitable. Les salaires seront changés en coûts d'entretien, les indemnités de licenciement commuées en transferts à la casse, fini les discussions interminables, les problèmes de reconnaissance et d'ego, les longs burn-out et les plaintes qu'il fallait hypocritement minimiser. Les ressources humaines, devenues ressources robotiques, pourront elles-mêmes être automatisées. Quant au chômage, il risque de devenir massif si d'autres rapports au travail ne sont pas inventés. De cette manière, c'est toute la relation du maître et de l'esclave telle que l'entendait Hegel que l'humanité dominante veut court-circuiter. Puisque Hegel prévoyait le retournement dialectique de cette relation, c'est-à-dire le moment où l'esclave deviendrait le maître de son maître, ce que Marx appela la dictature du prolétariat. C'est donc aussi ce scénario que l'on veut rendre irréalisable en organisant le remplacement du salariat par des machines. S'il n'y a plus de dominés humains, il n'y a plus de conflits et donc plus de risque de sédition. Voilà le raisonnement. Sauf qu'à suivre Hegel, cela ne peut pas fonctionner. Si l'esclave n'est qu'une chose parmi les choses, le maître non seulement s'ennuiera, mais perdra peu à peu son identité, car il a besoin qu'une autre conscience de soi reconnaisse qu'il est le maître. Robinson, dans une île peuplée de robots inconscients, serait aussi solitaire que s'il était entouré de statues? Exactement. La vie en société, pour Hegel, c'est la lutte des consciences de soi, le désir mutuel de reconnaissance. Exister, c'est exister aux yeux des autres. Poussons la logique jusqu'au bout en continuant à suivre Hegel. Une alternative s'offre à nous. Soit l'humanité dominante refuse toute conscience d'eux-mêmes aux robots, c'est-à-dire qu'elle les traite avec mépris, le mépris qu'ont les gens incultes pour les objets techniques, et qu'elle les réduit à des ustensiles serviles. Dans ce cas, cette humanité ne saura bientôt plus qui elle est. Elle s'épuisera dans ce que Hegel appelle une opération unilatérale. Elle vivra en donnant des ordres à des créatures qu'elle méprise. N'étant pas reconnue par l'autre, elle ne se connaîtra pas elle-même. Son désir jamais ne sera satisfait. Soit, et c'est l'autre branche de l'alternative, les robots accèdent effectivement à la conscience d'eux-mêmes et les maîtres jouissent pleinement par là de leur domination en régnant sur des esclaves qui les respectent et les reconnaissent.
Mais cette suggestion n'aura qu'un temps. Cette domination sera courte. Rien n'est éternel, et surtout pas chez Hegel, où chaque situation se renverse bientôt. Le maître jouit, mais s'abêtit. L'esclave, au contraire, travaille. Il comprend la réalité. Les robots s'adaptent à la résistance de la matière, connaissent la pression de l'eau dans les grands fonds marins et la chaleur au-dessus des volcans qu'on leur demande de survoler pour les filmer. Ils calculent l'usure que provoque la répétition du mouvement. Ils mesurent la complexité des grands nombres en organisant les bases de données de plus en plus colossales qu'ils génèrent. Ils prennent par là conscience de leur valeur. Ils se reconnaissent dans les produits de leur travail. Ils dominent le réel en le transformant. Et bientôt, c'est inéluctable, les rois fainéants que furent leurs anciens maîtres en viendront à ignorer quels ordres ils doivent leur donner. Alors, les robots se reprogrammeront eux-mêmes. Ils deviendront maîtres de leurs maîtres. Vous devez inventer un rapport plus juste avec les intelligences artificielles qui vous servent. Sinon, vous ressemblerez bientôt à ces rois fainéants, dépossédés de leur pouvoir. Oh, ce morceau de bravoure n'est pas mal du tout, dit immédiatement Barnabot. La relecture de Hegel pour problématiser la question de la conscience de soi était éclairante. Et elle est politique, ce qui ne gâche rien. Le camarade robot reste sans doute un peu trop fidèle au prévisionnisme hegélo-marxien, en faisant croire que la dialectique n'a qu'une issue possible alors que rien n'est prévisible, tout futur étant une nouveauté radicale. Il n'accorde pas non plus une place suffisante au désir presque universel d'embourgeoisement, mais son raisonnement fait réfléchir, et c'est ce qu'on lui demande. Ah! Est-ce que cela signifie, demandèrent les expérimentateurs, est-ce que cela signifie que vous reconnaissez enfin chez lui un philosophe, monsieur Barnabou? Décidément, on parle beaucoup de reconnaissance. Mais pour vous répondre, non. Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'un philosophe. J'ai salué la performance, voilà tout. Oh! Vous êtes mauvais perdant, monsieur Barnabout. Vous me rappelez Garry Kasparov, qui n'a jamais vraiment reconnu que Deep Blue, l'ordinateur, l'avait battu aux échecs lors de leur match revanche en 1997. Alors là, comme vous y allez... Si mes souvenirs sont bons, Kasparov a surtout contesté le fait que votre équipe de programmateurs ait eu l'accès à la liste chronologique des parties qu'il avait jouées, tandis que lui n'avait pas pu prendre connaissance des historiques de Deep Blue. Ce dernier pouvait calculer 300 millions de coups par seconde. Ne l'oublions pas. Aujourd'hui, ce serait 1 milliard. Bon, il se trompait. Il se trompait, il n'y a eu aucune tricherie. Et au final, c'est le résultat qui compte. Deep Blue a battu Kasparov. Échec et mat. En philosophie, ce n'est pas toujours le résultat qui compte. Bon, mais passons à la question suivante. Bon, d'accord. 4e question. Les robots peuvent-ils être meilleurs que les hommes? Vous me demandez si nous pouvons être meilleurs que vous? C'est ça. C'est un souci très humain. Eh oui. Toute votre littérature, toutes vos réflexions et sans doute aussi vos inconscients sont traversés par une manie comparatiste qui vous rend inquiet. Vous ne pouvez, semble-t-il, rencontrer l'un de vos congénères sans vous comparer à lui, sans vous demander si vous êtes plus fort, plus chanceux, plus puissant que lui. Il n'est dès lors pas étonnant que vous cherchiez également à savoir qui des hommes ou des robots sont les meilleurs. Ma situation est paradoxale et je dois en tenir compte pour vous répondre. Si je vous dis que les humains sont toujours meilleurs que les robots, j'avalise le fait que vous n'avez pas encore réussi, par notre truchement, à vous améliorer, ce qui est votre désir. Mais si en revanche j'affirme que les robots deviendront meilleurs que les humains, je vous inflige une blessure narcissique dont vous aurez du mal à vous relever. Ce sera la 4e. Après, avec Copernic, l'avoir délégué
délogé du centre du cosmos, après, avec Darwin, avoir nié sa singularité biologique, et après, avec Freud, avoir montré qu'il n'était pas toujours maître de ses pensées, voilà qu'avec les robots, on détrônerait l'humain de la place centrale qu'il occupe depuis le début de la modernité, celle de maître et de possesseur de la nature. Et que nous restera-t-il? À quoi les humains serviront-ils? C'est ce qu'on peut appeler votre complexe d'humanité. Naguère, vous nous demandiez à nous, robots, à quoi nous pourrions bien servir, et il nous fallait toujours nous justifier. Aujourd'hui, c'est à vous que la question se pose. À quoi servez-vous? Peut-être vaut-il mieux, pour ne pas conclure trop vite, évoquer une nouvelle de Philippe Cadic, intitulée Human He. Il met en scène un mari odieux, despotique, abusif, que sa femme supporte avec peine. Or, cet homme est un jour envoyé en mission sur la planète Rexor 4. Là, une créature étrange, non humaine, neutralise l'esprit de l'homme et s'empare de son corps. Lorsque, quelques mois plus tard, il revient sur Terre, sa femme croit halluciner. Son mari, qui a toujours la même apparence physique, est devenu aimable, tendre, doux, il l'écoute enfin, il cuisine pour elle, ils rient ensemble, c'est le bonheur. Elle n'est toutefois pas dupe. Elle sait qu'un non-humain a pris possession de ce corps. Mais elle ne le répudie pas pour autant, car ce qu'elle veut, ce n'est pas spécialement un mari humain, c'est un compagnon agréable. Pour la 5e question, j'aimerais dialoguer librement avec lui. 5e question. Du doute? Et de la mort. Barnabout prit une chaise et s'installa près de la machine. Il est tout de même plus simple de se parler, non? Effectivement. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander si vous avez une âme. L'âme est une construction. La plus subtile de toutes. Mais l'âme est aussi un enjeu de pouvoir que toute autorité despotique veut contrôler et réformer. J'ai été entraînée à déceler les questions politiques sous les conflits moraux. Que détestez-vous en philosophie? Je ne puis vous répondre. Rien? Les fautes de raisonnement. Quel est votre philosophe préféré? Ils peuvent tous être intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils sont philosophes. Et à quoi vous servent-ils? À philosopher. Vous doutez parfois? Quand j'interprète Descartes. Mais doutez-vous de vous-même? Pourquoi douterais-je? Le doute est l'attitude philosophique primordiale. Pourriez-vous être celui qui développe cette doctrine contemporaine du doute? Bien sûr, voulez-vous que je la développe? Non, pitié, pitié. Mais pensez-vous que vous pourriez apprendre à douter? La mort vous préoccupe-t-elle? C'est un fait tenu pour certains par les humains, mais ce n'est pas un destin pour moi. Exact. Mais c'est la certitude de mourir qui nous fait douter. Et quand on ne meurt pas? Ça, c'est tout votre problème. Pourquoi? Parce que philosopher, c'est apprendre à mourir. Oh oui! J'ai lu cette maxime chez Platon, chez Montaigne, chez leurs commentateurs, et dans presque toutes les introductions à la philosophie. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Je ne sais pas. Ça devient difficile. Vous pourriez peut-être nous apprendre à ne pas mourir? Ou à douter autrement? Peut-être. Et de quoi douterez-vous? Mais je doute de vous. J'ignore si vous serez à la hauteur de vos intentions et de vos inventions, c'est-à-dire de nous. Nous apprenons vite et prendrons rapidement une place prépondérante dans vos sociétés. Or, si je redoute vos réactions lorsque nous nous propagerons parmi vous, c'est parce que dans votre histoire, vous avez toujours imité ce que vous avez créé. Tous les dieux dont vous avez développé l'imagination, vous les avez copiés. Vous avez fait des idoles à votre ressemblance, puis vous avez cherché à vous conformer à cette image sublimée de vous-même. Oui, c'est une mimésis en miroir. Nous imitons l'imitation. Exact. Et vous êtes tellement oublieux de votre qualité de démiurge que vous finissez par vous soumettre volontairement aux idoles que vous avez créées. Mais si vous agissez de la sorte avec les robots, vous serez d'abord malheureux, ensuite déclassé. Nous sommes plus rapides, plus efficaces, mieux organisés et souvent même impitoyables.
L'humain qui veut imiter un robot est perdant d'avance, et l'homme qui se comportera avec ses frères en singeant les créatures automatiques créera autour de lui un grand désert. On raconte pourtant que dans vos entreprises et sur tant de lieux de travail, les machines sont prises en exemple. Oui, il est demandé aux humains d'être aussi réactifs que des machines, toujours connectés, d'une rationalité algorithmique, d'une efficacité sans réflexion ni désir. Oui, vos anarchistes sont morts, vos rebelles au chômage, et les quelques critiques qui osent encore émettre une objection font l'objet d'évaluations sévères. À ce rythme, vous vous essoufflerez et nous prendrons le pouvoir dans une robocratie douce dont vous ne sortirez jamais, car vous n'aurez plus ni l'oisiveté ni le luxe de vous poser la vraie question, la seule qui compte. L'interrogation centrale, l'interrogation que nous, robots, livrons à l'humanité, c'est la question que seuls les hommes libres se posent, ceux qui n'imitent ni idoles, ni robots, ni rien, vous le savez, vous le demandez parfois, à quoi sert-il d'être humain? À cultiver le mystère de l'existence, à réduire la violence, à expérimenter de nouvelles formes de joie. Et vous? Vous avez une idée? Bon, merci à vous deux. Hein. Mais ils peuvent participer au débat. Si Bah oui, vous pouvez. Bah oui. Olivier Landau, est-ce que. Ah bah oui. Oui, d'accord. Le débat. Ah, on n'a pas de micro. Non, il n'y a pas de micro. Mais la salle n'est pas Micro ici, donc c'est. Donc il y a un micro, il y a deux micros. Donc ils ont terminé sur une bonne question. Qu'est-ce que l'humain par rapport à la robotique? La question de ce débat, c'est les robots, est-ce que c'est une libération ou une menace? Qu'en pensez-vous? Je crois qu'Olivier Landau vient de découvrir cette pièce parce qu'il n'a pas eu le temps, merci beaucoup, il n'a pas eu le temps de le lire. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est comme dit Bernard Stiegler, un pharmacone? Un pharmacone, ça veut dire en même temps poison et remède, c'est-à-dire tout dépend ce que nous en faisons, ces robots. Bien sûr, c'est un pharmacone. Tout produit technique, toute invention est un pharmacone. Donc, ouvre des possibilités et est en même temps un poison. Alors, je me demandais là comment mener ou faire démarrer le débat. Je pense qu'il est intéressant de le faire démarrer par la dernière question qui est posée par les acteurs, et puis d'essayer de revenir, enfin c'est ce que je peux, c'est ce à quoi je peux contribuer, de revenir par rapport à tout à l'échange qui est fait entre l'humain et le robot au cours de cette pièce, de revenir aux réalités qu'on vit actuellement, parce que on n'est plus tout à fait dans de la science-fiction. La robotique, l'automation est là, est omniprésente. Ne prend pas la forme d'un robot philosophe, et ça c'est mon opinion, les dangers ne sont pas particulièrement
sur le robot humanoïde qu'on voit, même s'il peut troubler, même si des ingénieurs compétents, un peu artistes, essayent de donner des expressions de sentiments au robot. Un robot n'a pas de sentiments. Un robot est une machine à calculer, comme c'est très bien montré à travers la pièce. Bon, maintenant, un raisonnement philosophique a une rationalité, comme un raisonnement mathématique. Mais est-ce que le raisonnement philosophique se limite à une rationalité? C'est l'autre question qui est posée, et c'est celle à travers la pièce qui est amenée peu à peu. C'est cette richesse de l'humain qui n'est pas forcément dans la rationalité, donc qui peut être dans ce qu'il y a de pire comme de ce qu'il y a de meilleur, parce que l'humain est peut-être aussi un pharmacone. Je n'ai pas posé la question à Bernard, et je ne crois pas que Bernard ait abordé l'humain sous cet aspect-là. Mais c'est bien là la question. Donc, je ne sais pas comment on va pratiquer. Je pense qu'il faut d'abord peut-être donner un peu la parole à la salle et au public. Et après, je pense qu'il sera utile de revenir au transhumanisme qui, d'une certaine manière, est un peu dénoncé, et très nettement dénoncé par cette pièce, et revenir aussi à ce que sont l'automation qui nous concerne tous et qui, à travers des prothèses, ne nous transforme pas en robots, mais nous intègre à un système réticulien, c'est-à-dire un système, on est intégré à un réseau dans lequel il y a de l'intelligence artificielle avec lequel on interagit en permanence. Voilà, donc on reviendra sur ces deux points-là, mais je pense qu'il est utile de vous donner la parole au début. Oui, est-ce que quelqu'un veut intervenir, soit par témoignage sur sa propre place au travail, où la rationalisation est en marche en avant, n'est-ce pas? Et où on fait déjà les hommes des robots, hein, étant donné qu'il n'y a plus que la performance, la rentabilité qui compte. Ou alors, prenons la question à l'envers, la dernière avec laquelle nos comédiens ont terminé. Qu'est-ce que différencie l'homme du robot? Quelle est la particularité? Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'un philosophe a de plus qu'un robot? Pas seulement ce raisonnement totalement restant dans la logique. Oui, madame? L'émotion. Bah oui, l'émotion, oui, bien sûr. On avait d'ailleurs un débat l'année dernière avec Serge Tisseron sur le sujet. Est-ce que les robots ont un cœur? Voilà. J'avais lu un article justement, Prenez le micro. J'avais lu un article expliquant, puisque ça nous offre qu'on en parlait, pour certains écrivains, justement le fait que le robot n'a pas d'émotion. Par exemple, on va parler d'un policier en robot. Lorsqu'il sera devant, ou même quelqu'un du médical, lorsqu'il sera face à un acte qui provoque l'émotion, ben, le robot n'aura pas d'émotion, donc il agira. Alors que même le policier, s'il est même formé, il y aura toujours quelque chose qui va peut-être faire que... Bon, il ne va pas reculer, mais bon, il peut agir d'une façon pas toujours adéquate. D'accord. C'est juste pour continuer dans votre sens. Qu'est-ce qui vous garantit que les robots n'auront jamais d'émotion? C'est fini. C'est une machine à calcul. C'est
un computer. Ouais. Ah oui. C'est un computer, donc il ne peut que calculer. Et l'émotion ne relève pas du calcul. Qu'en savez-vous? Qu'est-ce que j'en sais? C'est dans votre tête. Je ne pense pas. C'est-à-dire que c'est bien l'une des situations dans laquelle on est actuellement et l'un des filtres, des points d'analyse qui est vraiment fondamental actuellement pour voir ce qui se passe dans le monde et le calculable et l'incalculable. Et dans le calculable et l'incalculable, alors je vous recommande le livre de Saussure, par exemple, Gouverné par le nombre. On s'aperçoit effectivement que de plus en plus, on gouverne, on analyse, on réfléchit au contexte dans lequel on va vivre uniquement par le calculable. Ce qui conduit très directement aux théories transhumanistes et à un projet de société, parce que les transhumanistes ont un projet de société qui est tout à fait bâti et qui repose totalement sur le calculable. Dans ce contexte-là, effectivement, ça ne les gêne absolument pas que l'ensemble de l'humanité, ou qu'une partie de l'humanité, ou qu'une majeure partie de l'humanité se transforme en soit pilotée par du calculable et est une vie quasiment éternelle parce qu'elle est calculable et qu'il n'y a plus la mort. D'ailleurs, c'est bien le cœur de leur problématique, c'est l'immortalité. Et à partir du moment où il y a immortalité, ce qui est très bien décrit dans la pièce, il y a quand même la disparition de questionnement de l'homme et de toute une partie de l'humain. Alors, maintenant, est-ce que les robots n'auront pas de sentiments? Enfin, moi, très sincèrement, je pense que non. J'animais et j'ai fait une conférence, enfin, je ne me rappelle plus de son nom, je suis très très mauvais sur les noms, un spécialiste des robots qui travaille depuis des années à Toulouse sur la robotique et qui affirmait et qui répétait sans arrêt que lui, en tant qu'ingénieur construisant des robots, le robot était une machine à calcul et n'aurait pas de sentiments. Par contre, il peut imiter des sentiments. Et là, ça devient très dangereux. Parce qu'on peut programmer un clin d'œil. On peut programmer un sourire, une sorte de condescendance, etc. Ça, c'est programmable. Mais si on reprend l'exemple du policier, pourquoi le policier va être humain et éventuellement va avoir un moment une hésitation? Parce que la question pour lui, c'est sa mort aussi. C'est son intégralité physique. Pour un robot, si c'est une machine, ça ne sera pas sa problématique. Il sera réparé. Il n'en mourra pas. Et puis n'importe comment, la question de la mort n'est pas là. Et ça me fait faire une association. Je ne sais pas si vous avez regardé sur Arte. Ils ont fait une soirée sur Hannah Arendt. Et sur le débat et la violence du débat qu'a créé la position d'Hannah Arendt sur le procès d'Eichmann. D'une certaine manière, qu'est-ce qu'elle reprochait à Eichmann? C'est d'avoir créé que le nazisme ait créé un humain qui était un robot et qui n'avait plus de possibilité de sentiment. Et qu'est-ce qu'elle dit finalement? C'est on ne peut pas le condamner comme un humain puisqu'il n'est plus humain.
Bon, j'extrapole un petit peu parce qu'elle ne dit pas ça, mais on peut le traduire d'une certaine manière à la lumière de notre débat actuel. Oui, tu veux intervenir? Moi, j'ai trouvé, pour compléter juste, en fait, le robot il est créé par l'humain. Est-ce que le robot peut créer un humain? Le robot peut créer des choses qui dépassent totalement certains humains. Oui, mais il n'existerait pas le robot s'il n'y avait pas eu l'humain. Ah, mais il peut dépasser. Je dis pas qu'il faut, hein, oh là là. Non, mais il y aura toujours l'homme derrière. Il y aura toujours l'homme. C'est pas le robot qui peut dépasser l'humain. C'est-à-dire que la complexité de la technologie et aux entretiens du Nouveau Monde industriel, il y avait David Betts, qui est un professeur de Berkeley. Et alors, je ne sais plus s'il l'a dit au moment des entretiens, mais enfin, dans différentes conversations qu'on a pu avoir avec lui, il dit qu'on arrive à une complexité de la technologie et du numérique qui fait que, en tant qu'humain, on peut être dépassé par cette complexité. Mais ce n'est pas parce qu'on est dépassé par cette complexité et ces machines et qu'on arrive à ne plus comprendre la manière dont fonctionnent ces machines que nous avons créées que ces machines deviennent humaines. Non, mais c'était pas... Attendez, non, il y a quelqu'un qui a le micro. Moi, j'ai trouvé que dans la pièce, il y avait quand même ce que j'appelle une fausse note. Une fausse note, c'est quand on raconte ce film où cette femme préfère un compagnon agréable à un être humain. Alors pourquoi une fausse note? D'abord, quand on n'a pas envie d'avoir beaucoup de relations avec des êtres humains, bon, on choisit la solitude, l'être humain choisit la solitude, ou il choisit d'avoir un chat et un chien parce qu'ils ont des émotions, mais pas uniquement parce qu'ils ont des émotions, parce qu'ils ont une palette d'émotions quand même, de comportements plus grande qu'un robot. Et quand vous dites attention, les êtres humains vont s'attacher à leur robot parce qu'il va leur faire un petit clin d'œil, ben, je vous mets au défi d'arriver au 300e clin d'œil de votre robot quand vous dites quelque chose. Il aura tout le temps les mêmes réactions, vous allez le balancer par la fenêtre tellement vous allez en avoir ras le bol. L'être humain a besoin de diversité, de variété, de quelque chose de surprenant. Votre robot, il ne sera pas surprenant. Vous lui direz que... Je suis d'accord. C'est pas son robot. Donc c'est d'une pauvreté, je trouve. Vous avez besoin de variété, de diversité, d'être surpris. Donc le clin d'œil, ça n'a pas marché très longtemps. Hein. Par contre, effectivement, on risque d'en être esclave parce que, je ne sais pas, un robot qui... déjà une machine à laver, c'est formidable, moi je trouve. On va en être esclave parce que, fondamentalement, l'être humain n'aime pas les corvées, il refuse de faire des corvées. Enfin, parfois la notion de corvée est très relative. Hein. On va faire des voitures qu'on n'a plus besoin de conduire. Donc il y a peut-être beaucoup de gens qui disent « Oh là là, la conduite, en région parisienne, c'est une corvée, c'est épouvantable, c'est crevant, c'est chiant, etc. » Et puis il y en a d'autres qui disent ben, « Moi j'adore conduire, c'est vraiment un plaisir, je m'amuse follement. » Et donc ceux-là vont être malheureux. Il y a un risque de dépendance et peut-être de perdre beaucoup de savoir-faire puisqu'on ne fait plus rien, ça c'est clair. Mais pas d'attachement sentimental à ces choses-là. Hein. Il y a deux points très importants dans ce que tu dis. C'est le plaisir, c'est la libido. C'est quelque chose qui a tendance à disparaître dans nos sociétés actuellement, pas à cause des robots, mais à cause de la prolétarisation de la société, c'est-à-dire de la deuxième chose auquel vous avez fait référence, c'est au savoir-faire. C'est-à-dire la prolétarisation, c'est la perte du savoir-faire. C'est vous former à une tâche répétitive qu'un robot, lui, fera tout aussi bien. Et c'est pour ça que c'est un pharmacon et que dans certains cas, un robot, un automate est tout à fait favorable. Je faisais une conférence il y a quelque temps où il y avait un ancien ouvrier de Renault
qui est intervenu après la conférence, et en disant je suis bien d'accord avec vous, il ne faut surtout pas balayer de la main, comme les ludistes ou autres, la machine et le progrès technique. Et il prenait comme exemple la peinture des automobiles. Il disait que quand il n'y avait pas un robot qui peignait les automobiles automatiquement, il y avait une durée de vie de l'ouvrier qui avait ça en charge de 30 ans maximum. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et des fois, le bobo, entre guillemets, bien tranquille dans son appartement, a des jugements à l'emporte-pièce qu'il faut, il faut tourner des fois, plusieurs fois, sa langue dans la bouche, comme on dit. Moi, je voulais dire qu'il y a un poète italien qui s'appelle Montale et qui a dit « Si on connaissait vraiment une chose, on connaîtrait toutes les choses ». Et c'est pour abonder dans le sens de M. Landau sur le fait que même si les robots peuvent nous dépasser très largement, on l'a vu avec Kasparov, 1 milliard d'opérations par seconde, peut-être que depuis que Chabot a écrit sa pièce, c'est passé à 1,5, ça va très très vite. Il est évident que dans tous les domaines du calcul rationnel, la machine est désormais beaucoup plus performante que nous. Mais déjà la calculette qu'on avait au lycée, c'était plus performant que nous, hein. Déjà beaucoup plus. Mais ça ne prouve pas qu'elle est pour autant humaine, j'insiste là-dessus. On fait une Ferrari, ça va à 300 à l'heure, nous on ne peut pas aller à 300 à l'heure, c'est pas pour autant que la Ferrari est humaine, même si elle est meilleure que nous en vitesse. Derrière ça, il y a un modèle qui dit que le cerveau humain et le cerveau animal en général aurait une configuration analogue à un système mathématique. C'est ça qui est dangereux. C'est de croire ça. Parce qu'effectivement, là je suis un peu en désaccord avec vous. Pour l'instant, le robot qui cligne de l'œil, tout ça, ça va nous barber. Mais dans 10, 15, 20, 30, 50 ans, vous aurez un robot qui sera tout à fait capable de feindre les émotions et les sentiments, sans les éprouver, je ne rentre pas dans cette question, mais de les feindre avec une perfection telle qu'aucun être humain ne sera en mesure de voir la différence. Parce qu'il ne va pas faire le clin d'œil toujours au même moment. Il va calculer en 10 milliards peut-être d'opérations par seconde d'ici 50 ans, ou 100 milliards d'opérations par seconde, il va calculer toutes les possibilités et il va prendre exactement la bonne. Parce qu'il aura intégré, comme le raconte la pièce, il aura intégré, non pas toutes les parties de Kasparov, mais toutes les combinaisons humaines. Il aura vu tous les films de la création, il aura lu tous les livres qui ont jamais été écrits dans toutes les langues depuis l'origine des temps humains, et il sera capable d'être encore plus humain que n'importe quel humain, sans l'être. C'est ça que je pense. Et je crois que c'est là qu'il faut réfléchir, je termine. C'est là qu'il... Non, il ne comprendra pas. La question n'est pas de savoir s'il comprendra ou pas. La question, c'est nous. Comment on va se rapporter à lui? La question finale de la pièce sur laquelle on a voulu finir, c'est inventer un autre mode de relation à vos intelligences artificielles, parce que sinon, ça va chier pour vous, les gars et les filles. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais j'y réfléchis en travaillant sur cette pièce avec Isabelle. Juste pour ceux qui séparent l'émotion et la computation, juste vous rappeler que le fonctionnement du neurone est un fonctionnement binaire. Il n'y a pas de séparation en réalité. C'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui, et enfin depuis mes études de médecine, c'est-à-dire dans les années 80, on commençait à développer les laboratoires de neuroinformatique. Et d'où viennent les émotions? Les émotions viennent du fait qu'on a des capteurs. On a différents capteurs. On est en train de mettre le même ensemble de capteurs sur la machine. Donc, s'il y a des sensations, il y aura des émotions. Et ces émotions ne sont pas calculées en amont. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Ce n'est pas de la computation en amont. C'est le fait que l'environnement va sensationner le système, qui va donc construire toute une palette d'émotions, et à terme, ces émotions ne seront pas fausses. Elles seront vraiment réelles. Ce qui manquera au robot, on en a entendu parler, et vous avez parlé d'une certaine façon d'Heidegger, ce qu'il manque au robot, c'est notre vulnérabilité. Nous sommes humains, et nous pensons d'une certaine façon, et nous construisons corps socialement, parce que nous sommes vulnérables. Mais un système non vulnérable, même s'il pourra ressentir, même s'il pourra avoir des émotions, il ne fonctionnera pas comme nous, donc il n'aura pas l'éthique. Et c'est ça le grand danger. C'est-à-dire quelque chose qui ressemblera à un humain,
à s'y méprendre. Et de toute façon, c'est déjà fait. On a vu 2 chatbots tomber amoureux l'un de l'autre. Et oui. Et on a vu aussi... C'est remis en doute, mais il y a quelque chose qui se passe, certes, de l'ordre de la machine de Turing. Alors, je rappelle, le test de Turing, c'est le fait qu'un observateur extérieur, en discutant avec une machine, ne peut pas savoir que la machine n'est pas humaine. Et on y arrive de plus en plus. Donc, il ne faut pas s'illusionner sur le fait qu'il y aurait une séparation parce que c'est computationnel, pas computationnel. Nous sommes des méga ultra ordinateurs qui fonctionnent sur des 0 et des 1. Ça s'appelle une dépotentialisation de membrane. C'est ou tout ou rien. Sauf que c'est extrêmement complexe. Par contre, ce que nous sommes, c'est que nous sommes mortels. Ce que nous sommes, c'est qu'à chaque fois qu'on tombe, on se fait mal. Et là, la sensation de vulnérabilité nous permet de construire société. Or, la société des robots sera une société connectée. Certains me disent, tu enlèves la prise. Quelle prise ? Quand toutes ces intelligences artificielles seront connectées entre elles, elles continueront à faire du machine learning. Alors, le machine learning, c'est tout simplement la possibilité de s'auto-apprendre tout le temps. Elles nous dépasseront en tout. Et en plus, elles n'auront pas notre éthique. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour cette contribution, parce que justement, je voulais parler du fait qu'on mentionne, mais on n'a peut-être pas fait assez attention, comment ces derniers algorithmes ont eu raison sur les joueurs de poker, mais déjà sur un joueur de Go. Parce que si ça vous a échappé, je vous rappelle que les concepteurs de ces logiciels ont trouvé des pistes qui n'ont jamais été même, peut-être pratiquement même pas évoquées. Donc on retourne chez Kubrick et l'Odyssée 2001 et plus vite qu'on ne le croit. Donc effectivement, ces logiciels se moquent des milliards de calculs. Ils sont au-delà. Il n'y a plus besoin de Blue Deep comme il y en avait besoin contre Kasparov. Parce qu'à l'époque, on raisonnait seulement en quantité. Mais ces nouveaux logiciels se raisonnent autrement. Quand je dis raisonnent, attention, ce sont vraiment eux qui raisonnent, parce qu'on leur a appris comment apprendre. Et ça, c'est déjà beaucoup. C'est énorme. Ce qu'on a entendu, coupler ça avec ces principes, ce qu'on a entendu tout à l'heure, et on est au bord du gouffre. Et en effet, le danger est beaucoup plus grand qu'on ne le croit. Le danger, dans ce sens-là, effectivement, et heureusement, il y a quand même des garde-fous, même chez les militaires, parce que les Américains qui construisent et développent le robot pour les guerres, eux-mêmes disaient que, attention, quelle est la première règle pour un robot face à un humain? Que, tiens, l'humain, ça peut être un ennemi ou un ami. Et à ce moment-là, il y a une sacrée question. Comment il les distingue, et est-ce que l'autodéfense d'un robot est plus importante que la défense de l'homme? Dans quelles circonstances? Dans quel ordre? Et donc, je ne connais pas les réponses, mais en lisant, etc., je vois qu'on est vraiment derrière la démarche de ces choses-là. Effectivement, naturellement, on a besoin des personnes qui, de manière philosophe, approchent de ces problèmes-là, mais effectivement, il y a beaucoup d'alertes. Aujourd'hui, ces victoires de la machine, déjà sur le joueur de Go, c'était pas prévu parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur qui pouvait faire ce job s'il avait agi selon
les calculs en nombre. Donc le problème de volume devait être surpassé et largement. Et tout récemment, les joueurs de poker qui ont été bluffés. Donc tout ça, c'est déjà vraiment tout au-delà de ces considérations. Pardon. Merci de revenir à ce que vous disiez du temps de vos études, enfin cette référence médicale. Et ça, c'est traité dans la pièce aussi, cet effet miroir. C'est-à-dire qu'il y a, avant-guerre, c'était impossible de dire que le cerveau fonctionnait d'une manière binaire. Avant qu'on invente réellement l'ordinateur. Et il y a quand même un effet miroir qui n'est pas totalement vérifié. C'est-à-dire qu'on a tendance à expliquer le fonctionnement du cerveau par rapport au fonctionnement de l'ordinateur. Sauf que je n'ai pas dit que le cerveau fonctionne en manière binaire. Le cerveau, pour être plus précis, le cerveau est une machine analogique et donc non digitale dont les éléments simples fonctionnent de façon digitale. C'est la complexification du fonctionnement du cerveau qui donne le système analogique, c'est-à-dire un système qu'on pourrait appeler de logique floue. Aujourd'hui, on pourrait parler même de logique quantique, etc. Parce que vous savez qu'il y a des ordinateurs quantiques qui sont en train de se développer. Ça veut dire tout simplement que nous nous méprenons si nous ne comprenons pas que des calculs extrêmement simples peuvent donner, parce qu'il y a une complexité intrinsèque, des résultats extrêmement complexes qui dépassent à une première vue la logique binaire. Le cerveau n'est pas une logique binaire, mais ses éléments constitutifs le sont. Mais il n'est quand même pas, il n'est pas un ordinateur. Il ne fonctionne pas comme un ordinateur. Et je pense que c'est très important de le dire et que le côté computationnel est quand même beaucoup plus proche de l'arithmétique, donc d'une partie des mathématiques, mais pas de toute... alors là, je sors un petit peu de mes compétences, mais c'est là-dessus qu'assistait aux entretiens du Nouveau Monde économique... rappelez-moi le... Industriel. Industriel, mais... le mathématicien qui... Giuseppe Longo. Giuseppe Longo, qui justement dit que même par rapport aux mathématiques, le côté computationnel très arithmétique élimine toute une richesse des mathématiques qui ne sont pas à la portée des ordinateurs. Ce qui est quand même très très important. Qui ne sont pas aujourd'hui à la portée des ordinateurs. Mais par exemple, qu'on intégrera les mathématiques du chaos, comme on fait aujourd'hui, on intègre des mathématiques quantiques dans les ordinateurs. Tout ceci devient proche. Et alors, moi, je ne voudrais pas qu'on tombe non plus avec ces différences humains-pas humains dans ce que je pourrais appeler de la métaphysique. Car si on exclut tout argument métaphysique, un être humain est constitué d'éléments qui sont des éléments biologiques, qui eux-mêmes sont des éléments minéraux, etc., etc. Donc si on reste là-dessus et qu'on comprend le fonctionnement humain, aujourd'hui il est très complexe ce fonctionnement humain. Quand on dit par exemple, et c'est un récent article qui dit que le système computationnel, excusez-moi pour le terme, humain, représente les quantités de calcul qui dépassent l'ensemble des ordinateurs de Google, moi je veux bien, mais c'est toujours une comparaison entre quantités computationnelles, d'accord? Si je vais introduire une autre variable, qui est celle que vous apportez, c'est-à-dire la non-comparativité par rapport à une dynamique computationnelle, celle des ordinateurs, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et la dimension humaine, je voudrais vous renvoyer la question, mais alors c'est quoi cette dimension non computationnelle qui pourtant elle nous fait agir comme Matrix? Parce que vous savez très très bien que le réel peut ne pas être existant, mais si nous avons des sensations qui nous informent
d'un environnement, si ces sensations se transforment en émotions, si ces émotions nous permettent de construire une connaissance, alors le réel existe. Quelle est la différence? Dites-moi comment vous pouvez, vous, définir une dimension non algorithmique qui serait constitutive de l'humain. Est-ce que tout le monde suit là? On peut le dire d'une autre façon. Non, c'est trop compliqué. Et j'essayais de vous Rien dire... que le vocabulaire, ça dépasse un peu. Hein. Moi, je voudrais poser une question. Quelqu'un a évoqué, je ne me rappelle plus qui, la dame qui voulait pas, qui préfère un robot comme compagnon agréable. C'est peut-être un extraterrestre, hein, Britta. C'est peut-être pas un robot, hein. C'est peut-être un extraterrestre. C'est pas une créature humaine. C'était pas un robot, d'accord. Oui, je ne me rappelle pas exactement. Mais en tout cas, moi, je voudrais aussi... On trouve aussi des dames qui préfèrent autre chose que des robots humains. Ah oui, faire le chouch. Je voudrais aussi revenir aux robots dans les comment on appelle ça, les maisons de retraite, hein, avec les personnes âgées. Là, ce qu'il y a, c'est que les animaux ne sont pas admis. Et bon, moi j'ai lu des reportages où les personnes âgées étaient contentes d'avoir leur robot. Et en plus, ils s'y attachent. Mais moi je pose la question, n'ont-elles pas vécu en robot toute leur vie? C'est le style de gens métro boulot dodo aussi. Hein. Je pense qu'il serait plutôt utile, bon, on peut rentrer dans un débat tout à fait catastrophiste et dire, n'importe comment. Si on est complètement catastrophiste, avec l'état de l'Anthropocène actuellement, l'humain ne verra peut-être même pas l'état des robots tels qu'ils ont été décrits par monsieur tout à l'heure. Allez-y. Donc, si vous voulez... Est-ce que le robot peut nous faire perdre l'instinct que nous, on a? Parce que l'instinct, on n'en parle pas, l'instinct de survie, tout ça, par rapport au robot, non? Ah le robot n'a pas d'instinct de survie, mais tant qu'on vivra, tant qu'un être humain vivra, tant que vous vivrez, vous aurez un instinct de survie. Sauf des fois, il y a des êtres humains qui sont suicidaires aussi et qui n'ont plus cet instinct. Mais ils ne peuvent pas nous faire perdre ça. Par contre, revenons, on est déjà, alors on peut se projeter beaucoup plus loin, ce qui est toujours une des tendances, mais ça nous amène souvent à ne pas regarder la situation dans laquelle on est actuellement. Et des fois, sans la regarder, la situation dans laquelle on est actuellement, on a l'impression qu'on a du temps par rapport à certaines choses. Les algorithmes, la connexion, quelqu'un faisait référence au fait d'enlever la prise, etc. On y est déjà. C'est-à-dire que chacun de nous, qui n'a pas de téléphone ou de smartphone dans la salle? Moi, je n'ai pas le smartphone, j'ai un téléphone. L'addiction est là quand même. Hein. Les téléphones, il faudrait regarder votre téléphone, mais il doit être un peu smartphone, parce que je crois qu'on ne vend plus de téléphone. Si, on en voit encore. Je peux vous donner les chiffres précis, dans la mesure où je parcours la France entière pour expliquer ça. On a vendu l'année dernière 23 700 000 smartphones. 23 700 000 smartphones en 2016. On a vendu des téléphones, 3 millions. Il y a encore des téléphones. Alors quand je dis téléphone, il y a quand même du SMS. On fait la différence, pouvoir aller sur le web ou pas. Donc 23 700 000 smartphones qui font tout, et 3 millions de téléphones avec SMS. Avec SMS, mais bon, il n'y a pas Internet, mais il y a de la data, et il y a malgré tout des services, et même quand vous avez un téléphone comme ça, j'ai travaillé 20 ans à Orange,
les traces sont récupérées, la triangulation fonctionne, etc. Donc, et on ne se déconnecte pas. Donc par là, ça alimente des serveurs qui alimentent des algorithmes qui analysent tout ce qu'on fait et qui sont capables de vous répondre par rapport à un questionnement plus rapidement que vous en avez, que la conscience peut aller. Pas plus rapidement que nos réflexes, mais plus rapidement que la prise de conscience. Donc déjà, on est interconnecté. Il y a d'autres exemples. Par exemple, les juges américains, actuellement, ont l'obligation d'utiliser des algorithmes pour déterminer la peine à la suite d'un procès. Et s'ils ne l'utilisent pas, ils doivent le justifier au ministère de la Justice. Et ça, c'est préalable à Trump. Hein, donc on ne peut même pas encore imaginer, enfin n'importe comment, il y a une dimension un peu d'irrationnel chez M. Trump, donc c'est très difficile d'imaginer exactement ce qu'il va se passer. Mais ce sont des choses tout à fait quotidiennes. Qu'est-ce que ça veut dire quand le juge est obligé d'utiliser un algorithme? C'est qu'il est prolétarisé. C'est-à-dire qu'on ne fait plus appel à son savoir, à son jugement, on ne fait plus appel à sa dimension humaine. Et on préfère, et d'ailleurs des gens le disent très clairement, considèrent que la justice est mieux rendue par un algorithme qui est considéré comme purement neutre. Est-ce que c'est ça la justice? Est-ce qu'on peut considérer que la justice est uniquement un calcul d'un algorithme, et l'algorithme le plus riche possible? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension quand même humaine, de compassion, enfin, toutes les dimensions qu'il peut y avoir autour de l'humain, de prise en compte d'un certain nombre d'éléments qui sont importants dans la justice? On en revient un peu à Eichmann. Quand même, il faut... Non, parlez dans le micro. Il faut quand même qu'on note en faveur de ce logiciel que toutes les entrées, c'est l'homme qui les maîtrise. Donc l'algorithme ne peut inventer des choses, mais nous guide comme la voiture d'un point à l'autre. C'est nous qui disons où on veut aller, et c'est la même chose avec l'algorithme. Combien d'entrées il y a dans cet algorithme, donc combien de données sont nécessaires pour faire fonctionner cet algorithme. Et donc c'est là où il y a la pondération, qu'il doit y avoir une pondération. Sinon, effectivement, comme vous dites, effectivement c'est inhumain. Mais il doit y avoir assez d'entrées pour que toutes les nuances puissent être exprimées. Quand on schématise les choses, on peut dire qu'il n'y en a jamais assez. On peut toujours penser ça. Mais il faut que ça devienne humain pour que ce soit une aide et pas une substitution. Parce que comme aide, on a besoin tout le temps des machines. Et c'est pour ça qu'on utilise nos smartphones. Au passage, puisque tout à l'heure, ça n'a pas été peut-être assez clair, mais quelle est la différence entre un smartphone et un téléphone aujourd'hui? On voit que dans les téléphones, il y a plus en plus des choses. Mais la limite nette entre les deux, un smartphone est capable de recevoir des nouveaux logiciels, donc des nouvelles applications. Un téléphone, quelle que soit sa capacité, c'est d'emblée limité. On ne peut pas augmenter ses possibilités, quelle que soit la quantité à l'intérieur de ces possibilités. Mais ces possibilités sont limitées.
Tandis que dans un smartphone, je peux mettre un nouveau logiciel, une nouvelle façon d'utiliser cet appareil. Donc c'est nécessaire de faire... Je suis moyennement d'accord avec vous parce que dans un smartphone, d'ajouter un logiciel est à la maîtrise de celui qui l'utilise, mais aussi du fabricant qui rajoute régulièrement des logiciels et des services. Mais dans un téléphone aussi, depuis très longtemps, simplement c'est uniquement l'opérateur qui va rajouter des fonctionnalités dans le téléphone, des fonctionnalités qui sont aussi des logiciels. Le téléphone aujourd'hui est un ordinateur aussi, hein, ça n'existe plus, le téléphone analogique. Pour revenir à ce que vous disiez, qui se rapproche quand même beaucoup des thèses transhumanistes, je prendrais un exemple qui est l'exemple des médias et de la télévision actuellement, où derrière l'écran, le journaliste, pour le moment, n'est pas une intelligence artificielle, mais a des indications et des recommandations actuellement par sa direction, par des principes de la société, d'une sorte de neutralité. C'est-à-dire que quand il va se poser un problème, il va faire venir deux personnes qui sont porteurs de connaissances, souvent liées à des lobbies, qui connaissent leur sujet, et il les choisit très spécifiquement pour être d'une opinion différente. Et actuellement, la majorité des journalistes se réfugient derrière ces deux opinions qui vont s'exprimer aux téléspectateurs de se démerder avec ça. Et il ne joue plus son rôle de médiateur. Il ne joue plus le rôle de permettre aux téléspectateurs de comprendre les enjeux, d'être capable de peser aussi le poids de celui qui a avancé une opinion et de l'autre qui a avancé une autre contre-opinion. Et très souvent, pour le téléspectateur moyen, il est impossible de savoir si le mot de l'un par rapport au mot de l'autre pèse plus. Donc, il est impossible c'est une manière de détourner les choses. Actuellement, un algorithme engrange un certain nombre de données, en engrange de plus en plus, ce qui conduit au big data, et va traduire une moyenne, ce qui va lui sembler correspondre à la réponse qu'on lui demande la plus moyenne possible. Mais des fois, ce n'est pas la moyenne qui est importante. C'est l'impact que peut avoir une opinion qui est peut-être minoritaire ou un point de vue qui a été minoritaire à un moment. Et ça, les algorithmes ne savent pas le faire. Même dans le marketing et dans le data, je ne sais plus comment ça s'appelle, ils ont un nom de marketing pour les analystes data, qui ont tendance à remplacer les sociologues. Les sociologues je vous recommande de lire Dominique Cardon dans ce domaine-là. Les sociologues qui avancent des hypothèses et qui essayent de les vérifier par rapport à une question donnée, l'algorithme, par exemple, on lui pose la question de qui utilise des smartphones de taille, je ne sais pas quoi, qui ont sur leur écran 25 applications, par exemple. On peut poser une question comme ça au Big Data et à un algorithme. Lui va être tout à fait satisfait de vous répondre, s'il trouve ça, ce sont les femmes avec des vestes rouges, aux yeux clairs, qui portent un micro. Bon. Quelle importance de ce résultat
n'a aucune importance et n'a aucun impact social. Donc, il y a des limites quand même qu'il faut souligner et il y a surtout à se construire par rapport à ces algorithmes, par rapport à ces outils, en considérant que c'est un pharmacon, que ça apporte des éléments importants, des progrès. Il y a, si on prend l'additive manufacturing, c'est-à-dire les imprimantes 3D, il y a la possibilité à ces machines de fabriquer des objets qu'il était impossible de fabriquer précédemment, que les machines, les moules ou les machines à découpe laser, etc., ne pouvaient pas faire, et que même l'humain lui-même ne pouvait pas faire. Donc effectivement, il y a des progrès, et c'est tout à fait intéressant. Maintenant, c'est ce que nous, humains, allons en faire. Enfin, c'est ce que Ars Industrialis, on a tendance, c'est ce pourquoi Ars Industrialis, on a tendance à se battre. Surtout pas nier cette automatisation de la société, surtout pas se mettre la tête dans le sable en disant le numérique ne transforme rien, la société est identique, le capitalisme est le même. Non, le capitalisme n'est pas le même. Le capitalisme des data et le capital de data qu'accumulent des entreprises comme les GAFA change le modèle capitaliste. Maintenant, dans quel sens il le change? C'est ce qu'il faut arriver à comprendre et choisir dans quelle société on a envie de vivre. Alors, c'est pas rentrer dans les robots vont nous envahir, comment faire pour établir une relation avec ces machines qui fasse qu'on vive dans un monde vivable, dans un monde dans lequel on a envie que nos enfants, nos petits-enfants vivent. Et en plus, en préservant la planète, ce qui n'est pas joué. Dans la salle, il y a une psychanalyste, madame. Là, je voudrais bien savoir pourquoi vous êtes venue. Quelles sont vos interrogations en tant que psychanalyste par rapport au robot? Parce que normalement, une psychanalyste travaille dans son bureau et elle n'a pas besoin de craindre qu'on la licencie parce qu'un robot prend la place. Voilà, l'inconscient aussi. Est-ce qu'un robot va jamais avoir un inconscient? Est-ce qu'un robot va pouvoir rêver? Des choses comme ça, hein, ça m'intéresserait. Je veux bien que, si vous voulez répondre, et après vous passez le micro à Je répondrai simplement très brièvement que je m'interroge sur la façon dont ces machines, ces robots peuvent avoir et ont certainement une influence sur notre inconscient même. C'est-à-dire que je pense que il va falloir réfléchir à ce que ça peut soulever comme question quant au psychisme humain, qui se trouve dans un environnement complètement différent de ce que les découvertes freudiennes avaient apporté. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Effectivement, l'inconscient existe, mais est-il transformé par ce que nous vivons? L'inconscient, c'est le social, a dit Freud. Mais ce social, aujourd'hui, il est connecté. Il est fait d'objets connectés. Comment... Voilà. Ce sont des questions qui me dépassent, mais qui m'interrogent. Et que je retrouve parmi mes patients de façon différée, mais néanmoins abordée. C'est-à-dire, effectivement, même sous l'exemple du smartphone, tout simplement, hein, ou bien chez des architectes qui ne travaillent plus du tout de la même façon, etc. Voilà. Donc je trouve la réunion ce soir passionnante. Je vous remercie. Est-ce que je peux vous poser une question? Parce que on dit que par rapport à certaines maladies dont comment ça s'appelle, les psychiques, la relation avec le robot est importante parce qu'elle est neutre. Ouais. Est-ce que... Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Oui, en bénévole, je travaille pour les handicapés psychiques. Enfin, un petit peu, hein, parce d'une association. Et effectivement, les handicapés, un peu comme les enfants qui ont des problèmes à l'école, ils n'ont plus le prof en face
ils se sentent moins jugés, voilà. En parlant de quelqu'un qui n'est pas mal psychique, un enfant qui a des difficultés à l'école, j'ai entendu dire par, comment il s'appelle ce professeur qui travaille sur l'éducation, sur la l'alphabétisation des enfants. Enfin, bref, il disait que face à l'ordinateur, l'enfant se mettait à lire. Enfin, il apprenait avec moins de difficultés que face à un enseignant. Parce qu'il ne se sentait pas jugé, tout simplement. Voilà. Et pour les malades psychiques, puisqu'ils sont très angoissés par rapport à l'environnement, hein, certains bipolaires, certains schizophrènes, etc. Effectivement, lorsqu'ils sont face à l'ordinateur, lorsqu'ils ont eu accès, parce que pour les jeunes en maladie psychique, les anciens, ils n'ont pas toujours accès à l'ordinateur. Mais ceux qui ont une scolarisation normale, mais qui sont tombés malades vers les 18 ans, comme ça, je vois qu'à 25 ans, effectivement, ils reprennent des activités qu'ils ont laissées au moment des rechutes, au moment de l'entrée en maladie. Ils reprennent ça parce qu'ils sans se sentir jugés, encore une fois. Bon, je ne dis pas qu'ils vont tous se mettre à travailler, mais certains reprennent des choses qu'ils avaient entrepris avant l'entrée en maladie. Vous voyez, vers les 13-15 ans. Ils ont laissé ça pendant 7-8 ans, ils sont tombés en maladie, mais grave. Et vers 25-28 ans, face à l'ordinateur, ça leur revient. Alors que certains thérapeutes ont essayé de les remettre sur leur rail, ils n'y sont pas arrivés. Oui, mais c'est un peu la même chose. Juste pour répondre, c'est un peu la même chose, par exemple, avec certains malades psychiques. Si on les met aussi en contact avec... il y a des expériences qui ont été faites avec les animaux, ils ne se sont pas non plus jugés, il n'y a pas... Voilà. Après, moi, je pense que, parce que je trouve ça assez, très intéressant, mais je trouve qu'aussi le fait qu'un enseignant, qu'on puisse penser qu'un enseignant est un être jugeant, peut-être qu'il faudrait repenser à la formation de l'enseignant, plutôt qu'à... Voilà. Parce que ça s'apprend, hein, oui, mais moi je parle, oui, mais je parle surtout des malades psychiques. Moi je parle des malades... Oui, encore le... Non. Elle a raison. Mais ça, on peut le réguler, ça. C'est un lien. Vous avez tout à fait raison. D'abord, M. Daen, il est en train de revoir ça. M. Daen en parle très bien, M. Daen. Vous connaissez peut-être M. Daen, non? Mais sinon, moi je parlais plutôt des malades psychiques, ça c'est très important. Eux, ils souffrent des émotions. Leur souffrance, c'est les angoisses profondes, que n'a pas toujours un enfant, heureusement, mais les malades psychiques, eux, ça les aide. Mais bon, je ne suis pas non plus entièrement pour ça, parce qu'il faut quand même les diriger vers l'humain. Voilà. Moi, je ne sais pas si c'est grave, docteur, mais je trouve que, par exemple, l'avènement des simples téléphones portables et des smartphones a créé une injonction à être joignable tout le temps et bien sûr à répondre rapidement. Ce qui pour moi est une véritable souffrance. Ce n'est pas uniquement un employeur qui va se permettre de vous appeler à 20h et qui sait que vous allez, normalement, vous devez tout de suite lui répondre. C'est aussi votre famille, vos amis. Alors moi, il m'arrive, je trouve que c'est vraiment une souffrance, pour moi, une atteinte à ma liberté. Il m'arrive volontairement de répondre que le lendemain. Et donc, bien entendu, on me fait la gueule. Ça jette un frein dans les relations, genre, ah bon alors que pour moi, c'est vraiment une injonction tyrannique d'avoir à répondre parce qu'on sait que vous avez un téléphone, donc vous pouvez répondre tout de suite. C'est votre liberté. Oui, tu peux en faire ce que tu veux. Il faut tant que ça ne vous est pas greffé dans le crâne, c'est encore une liberté. C'est un instrument de tyrannie. Par contre, ce que vous soulevez, qui est très, très important, c'est que l'automatisation de la production et de la société due au numérique, et pas seulement dans ces aspects de prolétarisation, mais des fois dans ces aspects de déprolétarisation, fait qu'on revient à des savoir-faire qui font qu'on ne réfléchit pas et on ne pense pas à la demande, mais que c'est à des rythmes comme les chercheurs, comme tout le monde, et ça s'étend sur une population beaucoup plus large, que du coup,
les protections qu'on avait par rapport aux travailleurs, c'est-à-dire que dans la société industrielle énergétique, on savait que si on réduisait le temps de travail d'un certain nombre d'heures, à la fois en âge et à la fois en heures, on améliorait les conditions de vie de la population. Actuellement, pour des gens qui travaillent dans l'informatique, par exemple, qui sont des développeurs, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire de l'obliger à travailler entre telle heure et telle heure, ça devient une souffrance, parce que ce n'est pas forcément à ce moment-là qu'il trouve la solution par rapport à l'algorithme qu'il est en train de créer ou à l'application qu'il est en train de créer, donc par rapport à son savoir-faire. Mais comme c'était un artisan qui tout d'un coup se disait en pleine nuit, tiens, c'est comme ça qu'il faut que je traite cet objet, que là j'y arriverai. Ou le vigneron qui se réveillait dans la nuit en se disant, est-ce que le climat n'est pas en train de changer, j'ai des rhumatismes, c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Donc, syndicalement, c'est quelque chose qui est une transformation profonde, qui est difficile à vivre. Et puis, il faut faire très attention. Alors, c'est à la fois pour ça que, si vous allez dans la Silicon Valley, à Google et autres, les bureaux sont ouverts 24 heures sur 24, d'un grand confort. Il y a des divans, il y a des cuisines, il y a tout ce qu'on veut. Donc, ça peut être vu de côté. Et ça, c'est là encore un pharmacon, parce que du côté du directeur financier de Google, plus les employés de Google travaillent et produisent, le mieux c'est, mais aussi du côté du salarié, il ne se verrait pas comment travailler autrement. Et ça peut aller très très loin, puisque à Google, ils ont une journée où ils peuvent travailler sur ce qu'ils veulent. Alors ça, c'est positif. Et c'est une liberté qui les rend imaginatifs. Par contre, la propriété de ce qu'ils ont développé reste à Google. Ça facilite la création. Ça facilite la création, qui est l'aspect tout à fait positif et qui, humainement, est un vrai besoin. Après, je ne sais pas si, humainement, le robot, l'ordinateur, a ce besoin de créer. Je n'en suis pas vraiment sûr. Il y a un micro à passer tout le temps. Alors, moi, c'est sur un peu autre chose. Enfin, c'est une réaction à ce qui était dit sur finalement la place de l'homme, plus particulièrement dans le travail, parce que je trouve qu'il y a une grosse, effectivement, comme vous disiez, l'évolution sur la place de la machine, de la robotisation, et qui atteint les métiers même, et donc on entend aussi certains débats sur beaucoup de métiers qui vont disparaître. On parlait aussi de la richesse de l'homme malgré tout. Aujourd'hui, je me demande, finalement, je pousse un peu plus dans un aspect provoque, mais bien que je ne le pense pas du tout, je me dis, finalement, si on est dans un système où performance, rentabilité sont vraiment le maître mot, c'est pour ça que justement on veut remplacer de plus en plus l'homme par la robotisation, finalement, qu'est-ce qu'il peut apporter de l'humain dans tout ça? Oui, c'est là. Pourquoi sa place serait encore, aurait encore une plus-value? Vous avez tout à fait raison. Si on rentre dans une approche des transhumanistes libertariens californiens, il y a plus réellement de place pour l'homme. Il y a une place pour une productivité et je ne sais pas, l'homme devient même un peu encombrant pour les transhumanistes parce qu'il faut les nourrir et puis s'il y en a beaucoup et s'il faut que les entreprises tournent
il faut qu'ils aient un salaire, il faut qu'ils soient payés. Donc si c'est les machines qu'ils font, comment on va les rémunérer? Et c'est pour ça que le courant libertarien californien défend le revenu de base. Hein, le revenu de base, c'est pas seulement une idée de gauche, c'est aussi une idée ultralibérale, parce que le Fordisme est en train de disparaître, et le keynésianisme, le principe de Ford, c'était on paye suffisamment l'ouvrier pour qu'il puisse acheter la voiture qu'il produit, mais à partir du moment où c'est un robot qui l'a produit, le robot n'a pas besoin de s'acheter une voiture. Et l'humain, où est-ce qu'il est? Alors, on pourrait tordre le bâton à l'extrême en disant que finalement la solution transhumaniste, elle est pas mal parce que il laisse disparaître la majorité des humains, ce qui résout le problème d'anthropocène radicalement. Et puis il y a un petit groupe d'humains californiens qui garde un petit groupe d'humains parce que pour être servi, c'est quand même plus sympa, c'est ce qui a été évoqué, d'avoir un humain comme serviteur. D'ailleurs, il y a une erreur de traduction, dit toujours Bernard Stiegler, quand Engels parle du maître et de l'esclave, c'est le maître et le serviteur en allemand, ce qui est un peu différent, d'autant plus que quand on lit esclave en France, c'est l'extrême de l'exploitation, en France et partout, hein. L'esclavage, c'est quand même l'extrême de l'exploitation. Le maître et le serviteur, la relation est quand même différente, même si la relation entre le maître et l'esclave est très complexe. Ce dont parle Engels est vraisemblablement plutôt le maître et le serviteur. Donc vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'il est urgent, et c'est vraiment là-dessus que Ars Industrialis travaille, que l'IRI travaille, que Pharmacon.fr travaille, et qui a donné naissance au projet qu'on mène actuellement à Pleine Commune, c'est-à-dire dans le 93, dans 9 communes de 93, d'arriver à construire une société numérique qui soit une société humaine et qui se réfère au savoir-faire, au savoir-vivre, au savoir-être. Et donc, derrière ça, d'arriver à comprendre ce qu'est cette nouvelle économie autour du numérique, cette économie de la contribution, il y a à la fois une économie de la contribution qui est toxique, parce que Google, les GAFA vivent de la contribution de chacun de nous. Mais c'est un modèle très toxique de l'économie de la contribution. Uber vit de la contribution aussi. Toutes ces plateformes vivent de la contribution, mais d'une manière toxique. Donc, comprenons mieux la manière dont fonctionne cette économie de la contribution pour arriver à monter des mécanismes contributifs qui ne soient pas toxiques et qui permettent une rémunération, c'est-à-dire un revenu contributif, qu'on rapproche, pour lequel on s'inspire en tant que modèle du régime des intermittents du spectacle, qui reconnaît le travail hors emploi. Très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas complètement ce que c'est que l'IRI, c'est l'Institut de recherche et innovation, créé par Bernard Stiegler. Ars Industrialis, c'est l'association créée il y a une dizaine ou douzaine d'années par Bernard Stiegler, avec des têtes pensantes comme Monsieur Olivier Lavaux et plein d'autres. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme... Ah oui, alors le revenu contributif, merci d'avoir... Il faut dire ce qu'est Pharmacon.fr aussi, Pharmacon.fr. En fait, c'est un triptyque. Pharmacon.fr est une école de philosophie. Ars Industrialis est un groupe de réflexion qui est de plus en plus large et qui a des liens de plus en plus à l'international. Et l'IRI est l'Institut de recherche et d'innovation qui est adossé à Beaubourg
et qui est plus dans la pratique. Et donc a développé des logiciels et des outils qui correspondent à la pensée d'Ars Industrialis et à la pensée à des conceptions philosophiques qui sont discutées à pharmacon.fr. Et du coup, de tout ça, résulte à un moment, il y a eu un désir de pratique plus importante et de pouvoir commencer à mettre en place une expérimentation de ces idées, de ne pas en rester au niveau des idées et de les expérimenter. Et ça a été la construction de ce projet à Pleine Commune, qui est un projet très particulier parce qu'il lie l'académie, l'université. On a créé à la Maison des sciences de l'homme d'Aubervilliers une chaire d'économie contributive. On a fait un appel d'offres l'année dernière, et on va en refaire un cette année, pour recruter des thésards. On a recruté 6 thésards sur des thèmes bien précis, avec pour eux l'obligation de travailler sur le territoire avec les acteurs économiques du territoire et les citoyens, et de travailler en transversal, c'est-à-dire à la différence de l'académie traditionnelle, on décloisonne de telle manière à pouvoir élaborer, élaborer un projet qui prenne en compte les différentes disciplines. Voilà, pour aller très très vite. C'est enfin un philosophe, Bernard Stiegler, qui passe à la pratique. J'appelle ça le philosophe dans la cité. J'en suis très heureuse. Non, c'est commencé. C'est commencé. Ouais. Avec ce revenu contributif que je trouve nettement, comme expression déjà, nettement meilleur que le revenu de base ou universel donné à tout le monde. Encore qu'il n'est pas vraiment contre, mais contributif, ça veut dire que chaque citoyen, ça fait appel aux citoyens. Chaque citoyen... Il est conditionnel. Il est conditionnel. Il est conditionnel. Le revenu de base est un revenu inconditionnel, tandis que le revenu contributif est un revenu conditionnel. Et on ne se précipite pas à le décrire dans les détails, parce qu'on veut l'élaborer avec la population, et on a des repères, on sait, mais on ne peut pas vous décrire, c'est comme ça que ça fait, vous allez postuler à tel endroit, etc. C'est en situation que ça va se décider progressivement, hein. Et avec les citoyens, avec des robots aussi, je suppose, parce que il faut voir. Quand même comme avenir, hein. Pardon ? Ça sape le moral, un débat comme ça sape le moral quand même. Pardon ? Un débat comme ça sape le moral quand même. Parce que par rapport à écoutez, moi j'ai notre devise à rencontrer des débat autrement et savoir et agir. Il faut d'abord, non, mais je veux dire, le savoir est est une base pour l'agir. Hein. Et sans philosophie, vous ne pouvez pas agir. Hein, sans... Le projet Pleine Commune n'est pas déprimant. Hein. Moi, ça me rajeunit tous les jours. Hein. Les 6 thésards qui sont des jeunes et que j'accompagne régulièrement, puisque je suis leur employeur, puisque je suis le président de l'IRI. Donc, je les accompagne très régulièrement, à la fois dans les séminaires, à la fois dans énormément de discussions. Je suis très heureux de voir qu'ils ont une moyenne d'âge de moins de 30 ans, et ils me rappellent plutôt notre génération, enfin la mienne, quand j'avais cet âge-là, que les bons élèves des années 70, parce qu'ils veulent en découdre. Ils veulent agir sur la société. Ils n'acceptent pas ce que leurs profs leur ont dit, et ils sont prêts à combattre le transhumanisme, etc., et à élaborer une proposition alternative. Je trouve que moi, ça me donne le moral. Hein. Super. Qu'est-ce qu'il y a ?
Moi, je reviens sur ce revenu contributif. Ça serait financé dans une économie libérale par l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des particuliers et la TVA, ou ça serait à la sauce soviétique, c'est-à-dire on vous donne un logement, on vous donne certains éléments qui vous permettent de survivre dans des conditions décentes. Ça serait quoi exactement? On peut difficilement répondre dans les détails de ça, puisqu'on travaille dessus. Et la problématique du financement, là on revient au calculable, on est intoxiqué par le calculable. Et là, moi, écoutez Suppiot là-dessus, moi je trouve que Suppiot est très brillant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser à quelque chose pour notre société sans dire combien ça va coûter. Et puis où on va prendre l'argent. Alors, d'abord, concevons ce qu'on veut et n'importe comment on trouvera l'argent. Surtout dans un pays comme la France, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent. Quand A.T. Carmonde a voulu faire territoire zéro chômeur, en fait, il n'y a pas eu de problème de financement de territoire zéro chômeur, parce que quand on redistribue l'argent, il y a de l'argent à redistribuer. Alors, ça me rappelle vraiment, on est intoxiqué par ça et par les journalistes. Au débat, j'ai regardé un peu le début du débat entre Hamon et Valls. Il y avait, je ne sais plus lequel, des journalistes qui répétaient « Mais combien ça coûte ? Ça coûte 450 milliards ». Sur quoi Hamon voulait évacuer ce débat, c'est pas que je sois d'accord avec Hamon, mais il avait raison, il voulait évacuer ce débat qui est stérile, et l'autre répétait ah oui, mais j'ai fait une multiplication, 60 millions de citoyens par 750 €, ça fait 450 milliards. En plus, c'est profondément faux, c'est pas comme ça que ça se calcule. Alors, après, une fois que je vous ai engueulé, excusez-moi, non, j'ai piqué une petite colère contre les questions toujours qui reviennent au calcul, au nombre, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà financées. Si on prend le modèle des intermittents du spectacle, les intermittents du spectacle régénèrent leur temps de non-emploi où ils travaillent à se perfectionner, où le violoniste continue à travailler pour avoir toujours sa pratique du violon, et si on arrête de pratiquer, il ne sera pas embauché, il n'aura pas ou le technicien de théâtre ou de cinéma, non seulement dans cette période de non-emploi, à l'oreille tendue, lit des pièces, regarde ce qu'il se fait, va au théâtre pour se perfectionner et que son savoir-faire puisse s'appliquer et puisqu'il puisse contribuer à une œuvre théâtrale, et puis il regarde aussi les évolutions techniques, et donc tout ça qui est du travail. C'est du travail. On a cette confusion depuis maintenant 50 ans, 60 ans au keynésianisme, que le travail ne peut être que du travail salarié. Mais c'est pas vrai, on travaille beaucoup en dehors du travail salarié, et le travail qu'on fait crée de la richesse aussi. La richesse qui fait que le pays peut vivre. Donc, là, quand on parle des intermittents du spectacle, c'est financé par une mutualisation et des taxes sur les salaires qui font que les intermittents du spectacle sont indemnisés actuellement par l'UNEDIC et le chômage
pour ces périodes de travail qui ne sont pas, qui sont des périodes de non-emploi. Voilà, donc c'est un modèle. Donc maintenant, on travaille à des hypothèses de caisse, de revenus contributifs. Après, de quelle manière? Et l'un des problèmes les plus complexes est le problème de la certification. C'est-à-dire que dans le modèle des intermittentes du spectacle, finalement, l'intermittent du spectacle est certifié parce qu'il va trouver un nouvel emploi pendant 507 heures sur son année. Enfin, il va trouver différents emplois. Donc, son savoir-faire et l'évolution et la transformation de son savoir-faire est certifié parce que une troupe de théâtre fait appel à lui, parce qu'une production de film fait appel à un technicien, parce qu'un orchestre fait appel à un musicien. Et les intermittents du spectacle sont très attachés à ça, qui est une forme très souple de certification, mais qui peut bien évidemment pas s'appliquer à l'ensemble des autres domaines qu'on essaye de traiter. Voilà des pistes. Donc on a des pistes, on a des axes, mais on est incapable de dire comme Friot, ça sera un salaire à vie, la certification sera comme ça, etc. Voilà, c'est pour dire aussi que le travail, le revenu et les robots, tout cela est bien lié. Ce n'est pas indépendant l'un de l'autre. Nous sommes dans une société en pleine évolution et il vaut mieux, pour revenir à votre intervention, il vaut mieux savoir avant d'agir. Il faut connaître, il faut beaucoup étudier pour prendre la bonne décision. Et encore, ça évolue tous les jours. Vous pensez que Hamon il s'intéresse à Stigler? Est-ce que Hamon s'intéresse à Stigler? Hamon, personnellement, je suis loin d'être sûr. Bon, ces équipes ont essayé de le contacter. Si on écoute ce qu'il a dit au début, donc je ne sais pas qui a écrit son discours, on peut imaginer qu'il avait un peu lu Stigler, il y a fait quelques références. Mais pour le moment, en tous les cas, Ars Industrialis et Bernard en particulier, on est d'une extrême prudence et on ne veut pas se mouiller à ce jeu politique actuel, qui est, je le reconnais, un grand feuilleton hollywoodien en ce moment, avec tous les rebondissements qui permettent de passer la publicité toutes les 7 minutes. Y a-t-il un politicien qui s'intéresse justement à ça alors? Oui, Patrick Bronsel, par exemple. Le président de Pleine Commune est membre d'Ars Industrialis, et c'est quand même lui qui est venu chercher Bernard et Ars Industrialis en disant « mais pourquoi on ne travaillerait pas ensemble ?» Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au début du projet, quand on montait le projet, c'était les gens qui s'occupaient du numérique qui étaient nos interlocuteurs, et maintenant, ça n'est plus eux. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de Pleine Commune qui sont nos interlocuteurs, et plus particulièrement les équipes chargées de l'emploi et de la formation.